Donc, cette soirée, elle est réservée, on l'a dédiée pour deux événements particuliers. D'abord, pour une Simchat Odaya que Léa voulait faire depuis bien longtemps. Et à chaque fois, elle me dit, quand tu m'appelles avant de faire un prochain cours, puis c'est vrai que le temps est passé rapidement. Donc voilà, je crois qu'elle nous verra. Je ne vais jamais trop tard. Et également, pour le mois et quelques jours du papa Armand Amram Ben Rachel. Une élévation à son âme. Pourquoi est-ce qu'on fait un cours? C'est très important de parler de tout ça, de dire des mots de Torah, de faire des brachot pour l'élévation de l'âme de quelqu'un. Ce soir, aussi, l'asgara de mon arrière-grand-mère. Ça peut paraître bizarre de célébrer l'asgara de son arrière-grand-mère, mais c'est une dame qui est très importante dans nos vies. Je ne l'ai jamais connue moi personnellement. Donc voilà, elle s'appelle Nejma Bat Daniel et Aziza. Et voilà, donc je fais un petit coup. Voilà. Pourquoi donc c'est important? Parce que chaque chose qu'on fait pour l'élévation de l'âme de quelqu'un, d'accord, ajoute du mérite à toutes les actions que ces personnes ont fait pendant leur passage ici parmi nous sur Terre. D'accord? Donc en fait, à chaque fois qu'on va faire quelque chose, si on dit par exemple même une bracha sur une amande, sur une noix, sur de la terre ou quoi que ce soit, d'accord? Et bien en fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est un impact très grand sur l'élévation de l'âme de cette personne et particulièrement le jour de ces 7 jours, de ces 30 jours, des 11 mois de l'année et ensuite de l'anniversaire de la mort chaque année. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en ce jour-là, eh bien, il y a de nouveau un jugement qui est fait dans les Shamaïm, dans les cieux. Et à ce moment-là, ben, on vient regarder, c'est quoi en fait un grand homme, une grande femme? C'est quelqu'un qui a laissé sur Terre une empreinte. D'accord? Qui a laissé en fait, c'est pas forcément... je dis toujours, ma grand-mère, elle faisait 1m45 et c'était une grande femme. D'accord? Pourquoi? Parce qu'elle a laissé sur Terre une empreinte très forte. Elle a transmis des valeurs, elle a transmis de l'amour de la Torah, de l'amour de l'autre, de l'humanité, une volonté, je sais pas, ils ont transmis quelque chose. Et c'est justement le jour de leur anniversaire de la mort ou le jour des Shkoshim ou autre, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On dit, tu vois, tu étais tellement important. Encore, c'est pour vous dire, moi, c'est mon arrière-grand-mère, je crois qu'elle est morte en 1960, elle était née en 1880, quelque chose comme ça. Et on célèbre encore sa Asgara aujourd'hui parce qu'elle a tellement marqué les générations que jusqu'à nous et jusqu'à mes enfants, ils savent qui c'est Mémé Abouka. Alors que j'ai l'impression qu'ils sachent qui c'est Mémé Abouka. C'était en 1880 avec les dinosaures. D'accord, pour mon petit. Donc, vraiment, pourquoi est-ce que c'est très important? Parce qu'on vient à chaque fois, par une petite action, d'accord, faire quelque chose qu'eux ne peuvent plus faire. La Neshama, elle est éternelle. Lorsqu'on allume une bougie pour la guerre de quelqu'un, je ne vous ai pas dit, il y a un DJ qui vient ce soir, sur l'eau. Pour nous. Non. Donc, lorsqu'on allume une bougie le jour de la Asgara de quelqu'un, d'accord, ou pour d'un rave ou d'un tzaddik ou quoi, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de dire, je sais que cette flamme, cette neshama que j'allume, là maintenant, on dit ça s'appelle toujours une ner neshama, une lumière, une flamme de la neshama. Elle ne s'est jamais éteinte. Elle est juste plus dans ce monde-ci. C'est le monde de l'action dans lequel on est, d'accord? Les neshamas, elles sont dans le monde de la pensée, dans le monde de la spiritualité. Donc, elles n'ont plus cette possibilité de faire les actions. Donc, qu'est-ce qu'on fait à chaque anniversaire? Nous, on est un petit peu comme leur messager, d'accord? Et on vient faire les actions qu'eux ne peuvent plus faire. Donc, en fait, c'est pour ça que c'est très important. Et c'est pour ça que c'est magnifique de vouloir faire ce soir donc une séouda spéciale pour son papa, pour Solange. Et Léa, elle s'inscrit dans le livre des Yehudim, d'accord, des Juifs, puisque l'essence du Juif se définit par le mot. Comment est-ce qu'on dit donc un Juif en hébreu, un Yehudi, qui a la même racine que Léodot, qui veut dire remercier, d'accord. Donc, lorsque quelque chose de bien nous arrive, ou lorsqu'on sort d'une situation qui était très compliquée, d'une épreuve, d'une maladie, je ne sais pas, peut-être tu as envie de parler de ce qui s'est passé ou peut-être pas, d'accord? Tu n'as pas envie? D'accord. En tout cas,
si jamais on a envie d'en parler, d'accord, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, on reconnaît que la chose dans laquelle on était et dans laquelle nous sommes sortis, de laquelle nous sommes sortis, eh bien, en fait, c'est grâce à la main d'Hachem. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait une séouda. Bon, vous allez me dire, ouais, chez les fêtes, c'est toujours autour d'une table que ça se passe, d'accord? Ben, c'est vrai, ben, j'aime. Parce qu'en fait, lorsqu'on mange quelque chose, on ingère aussi le potentiel spirituel et l'énergie spirituelle qui est à l'intérieur de cette chose, d'accord? Donc, quand Léa veut faire une Seudat Odaya, c'est pour dire quoi? Je fais un repas pour remercier Hachem et pour proclamer aux personnes qui sont autour de moi, bah, Hachem m'a fait un miracle. Hachem, il m'a sorti de mon problème. Et c'est justement le thème dans lequel on va rentrer aujourd'hui. Ce que je vous propose aujourd'hui à Pessar, on lâche nos balais 5 minutes, d'accord, ou nos aspirateurs, ou nos lingettes désinfectantes, pour essayer de briser les chaînes qui nous empêchent de nous réaliser. On va voir ça après, parce que d'abord, on va donc aller dédier cette séouda pour l'Eilou Nishmat de monsieur Armand Amram Ben Rachel, et Léa pour remercier Hachem en général. Tu as raison. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. Et c'est ce que nous a montré d'ailleurs cette situation. Hello. C'est justement ce que nous a aussi montré cette situation dans laquelle on est aujourd'hui. C'est que, comment ça va, Jen? Que en fait, rien n'est indu. Les choses les plus petites qu'on avait, j'ai l'impression d'être sur une scène. Ok, les choses les plus petites qu'on avait, aujourd'hui, on apprécie les choses différemment. On se dit, mais vraiment, quoi? La première fois qu'on a redéposé nos enfants à l'école, d'accord, à part qu'on a toutes sauté de joie, qu'est-ce qui s'est passé? On était dans le carpool, mais il n'y avait rien de pire que le carpool. On est d'accord, Johanna, je te vois très souvent dans le carpool. Mais quelle galère ce carpool. Et ben maintenant, même le carpool, on le bénit. Merci Hachem pour ce carpool extraordinaire. On va trouver quelque chose de bien dans le carpool, c'est sûr. D'accord, il y a toujours quelque chose de bien à regarder maintenant. Donc, ouais, tu as raison. Eh bien, alors, mesdames, je vous mets en pause, d'accord? Parce que nous, on va manger. Bon appétit à Akiva. Ouais, on va vous mettre une pub. Il y a quelqu'un veut faire un petit karaoké pour les zoomeuses? À tout à l'heure. Qui a traversé, elle a vécu en Pologne, donc elle a traversé la Shoah, elle a construit sa vie, elle a fait des choses incroyables. C'est une très, très grande dame aussi. Et voilà, elle est partie la semaine passée, donc une pensée pour elle. Pour Mindele Bat Beila, c'est ça un des beaux? Ouais, Mindele Bat Yosef Moshe Vebela. Vebela. Merci. Vebela. Pour la Refoua chez Lema de Abraham Ben Léa et tous les Cholim de Israël. Pour ta maman, tu penses, tu dis le nom ou alors je le dis comme tu veux. Alors pense-le et tu l'es dans ma liste, mais je n'ai pas la liste sous les yeux. Pour la Refoua chez Lema également de Michel Chaya Metal Bat Messaouda Fortuné. Et pour la Louis Nishmat de Moshe, Ben, Abraham et Myriam, qui est un de nos voisins qui est parti la semaine passée d'une manière tragique, le pauvre. Ok. Je ne sais pas si tout le monde est arrivé. Yeah, c'est trop sympa. Ça me fait plaisir de vous voir. Comment ça va? Attends, du coup, je vous ramène d'autres chaises. Attends. Oh, bah, écoute. Même chaise, si vous manquez. Alors, et celles qui ont besoin d'aller au petit coin, c'est très intéressant. Celles qui veulent aller au petit coin, il y a le cliché de la cuisine là-bas, sur la gauche. Ah non, il y a les grands papiers. Qui a besoin
Est-ce que vous m'entendez bien même derrière ou pas? Ou je prends le micro. Ça va? Bien comme ça? Et là, c'est mieux? Vous préférez comme ça? Attends, je peux voir si c'est la voix de Minima. Les garçons, ils m'ont mis un voice effect. Allô? Allô? Là, c'est normal, là? Ok. C'est terrible que ce soit normal. Ok, alors, vous préférez comme ça? Vous êtes sûr que c'est normal? Non, c'est pas. C'est un peu aigu. D'accord. J'ai eu très peur, je me suis dit, si ça c'est normal, c'est terrible, je ne peux pas parler. Allô? Et là? Ok. Allô? 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 Là, c'est moi. Ok. Vous préférez avec ou sans? Avec? Ok. Donc, on reprend. Alors, je vous disais, il y a deux surprises. Il y en a une qui n'est toujours pas arrivée, mais je la vois sur... Non, et l'autre, c'est quelqu'un d'autre. En bref. J'ai une surprise aussi pour la fin, très sympathique. Deux surprises. Une que vous savez déjà, donc ce n'est pas une vraie surprise. C'est un jeu pour les soirées du CEDER, très sympathique que je vais vous présenter à la fin. Et une autre, c'est une de nos amies qu'on a vue depuis longtemps. Et la dernière fois qu'on l'a vue, c'était au mois de mai. À la voix, c'est horrible. Alors, attention. 22. Bingo. Bingo. Ok. Donc, j'arrête mes bêtises. Et ouais, donc on l'a vu la dernière fois à l'Alba Omer l'année dernière. Élodie. Ouais. Alors, elle va venir. Et elle va nous chanter sans sa guitare. Je lui ai demandé, elle a quand même pris sa guitare. Mais a cappella, tu peux écouter. Voilà. Alors, donc ce soir, c'est vrai que c'est bizarre cette voix-là. C'est bizarre. Allô? Non. Allô? Ça y est, normal, hein? Ouais. Okay. Donc, on va dire juste un TI pour commencer ce cours. Et une idée qu'elle a pour les mamans qui sont, les futures mamans qui sont là, qui sont déjà mamans d'ailleurs. Deborah Palsara, Tania, Belle. Ah, mais j'adore, à chaque fois, je dis tout à fait. Tania, Rivka. Ok, alors, donc, on va faire juste Shira Malot, Ashri Koliri Adonai, Aolar bin Rachel. Yagia Kapecha qui t'offre les jeunes avec Tovlar, et Shtecha qui gefen pour y avoir été les Techa Bamecha qui je te laisse une salut Shremecha. Necha Nivora, Gadwa Yiri Adonai, Niva Lefecha Adonai Mission, Vevet Uven Shemanim, Kol Yeme Chayecha, Ure Banim Levanecha, Shalom Am Israël. Ok. Alors ce soir, on va parler de Pessah. Okay. Mardi soir, le Rav François va nous parler de Pessah, vraiment de Pessah, c'est-à-dire tout ce que vous voulez savoir sur Pessah. Les questions, comment est-ce qu'on fait ci, comment est-ce qu'on fait ça, quelles sont les lois de cachérisation, tout ce que vous voulez savoir. Et sachez que plus on en sait, plus on se simplifie la vie. Yeah, plus on se simplifie la vie parce qu'en général, on a toujours des grands-mères qui nous ont transmis des traditions qui viennent de nulle part, d'accord? Désolée, Néné, désolée, mamie. Et qui sont beaucoup plus difficiles qu'en fait la vraie halakha. Donc, tant qu'à faire, si on apprend avec l'oral, souvent on va dire, mais attends, moi je faisais vachement plus compliqué en fait. Donc, en réalité, lorsqu'on va à un cours sur la halakha d'une fête, on se rend compte que ça simplifie beaucoup la vie. Et tant qu'à faire, on fait ça, on a tout envie de se simplifier la vie. On vous invite mardi soir par Zoom à suivre. Je vous ai envoyé le lien, mais vous pouvez je me renverrai d'ici mardi. Okay, c'est super, et vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez.
Et voilà. Mais moi, ce soir, je vais vous parler de Pessah juste en tant que... Qu'est-ce que c'est la philosophie, la Hashgafa de Pessah. D'abord, j'ai envie de dire welcome back. Hop, attends, je vais... Retour au ménage de Pessah. Est-ce que tout le monde a la rasra grave d'avoir retrouvé cette idée terrible que le lendemain de Pourim, on baisse les masques, pas tous, parce qu'il y en a qui faut qu'on garde sur le visage, et finalement, on va prendre nos petits balais et se dire, allez hop, du bon, on y va. On est parti pour 4 semaines de Khadija on se décompte pour faire le ménage parfait de Pessah. D'accord. En plus, s'il y a vraiment un truc que les familles, en tout cas les séparadiotes françaises, veulent absolument faire parfaitement, c'est le ménage de Pessah. D'accord. C'est vraiment Khumra sur Khumra. On fait du zèle, plus que du zèle, d'accord, pour ce ménage de Pessah. C'est vraiment le truc primordial. D'accord. Et bien, en fait, j'ai envie de vous dire que, et le Rav va vous en parler sûrement lundi soir, mais moi, je me souviens quand je me suis mariée, c'est la première fois que j'allais vraiment faire un ménage de ça. Et le Rabbi Oziel, qui était mon Rav, qui était à la synagogue séparate ici, il m'a dit, ma fille, je vais te dire quelque chose. La poussière n'est pas Hametz, le désordre n'est pas Hametz. D'accord. Donc, lâche l'affaire, calme-toi, tout va bien, détends-toi. Je me souviens, ma grand-mère, elle repeignait la cuisine. C'est ça que je me disais, comment on va faire ça à la maison? Quand j'en ai parlé avec mon mari, il m'a dit, on ne va pas du tout repeindre la cuisine. Je me dis, c'est obligé, c'est une halakha. Non, ce n'est pas du tout une halakha, en fait. OK. Donc, retour au ménage de Pessah. Est-ce qu'on peut y croire, franchement, que ça fait 1 an? Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez il y a 1 an, quand on faisait le ménage de Pessah? Qu'est-ce qu'on se disait? Non, mais après Pessah, ça y est. Soit Machia revient pendant la soirée du Seder, je ne sais pas pour celles qui ont ouvert la porte pour voir Eliyahu Hanavi, mais nous, on était sûrs avec les enfants à 100%. Première soirée, il était pas là, mais deuxième. J'ai dit, mais là, c'est sûr, il y a quelqu'un qui va arriver, c'est pas possible. On était tous persuadés, d'accord, ça y est. Mashiach, elle est arrivée, et si Dieu veut qu'il arrive demain, avant même qu'on ait le temps de terminer le ménage de Pessah, on peut commencer, pour celles qui sont plus cool. Et on se disait, mais au final, j'ai pas du tout envie de faire le ménage de Pessah de nouveau cette année. J'ai l'impression que l'année, elle a été faite de plein de petites galères, de mauvaises nouvelles, de trucs totalement tordus. D'accord. J'arrive pas à croire qu'on est de nouveau en train, ça fait 1 an, il y a 1 an, on était en train de préparer Pessah. À l'époque, les rabbinim me disaient, c'est une période très particulière, il ne faut pas se fatiguer trop, d'accord, pour limiter les pertes en immunité, du système immunitaire. Donc, eh bien, ils nous invitaient à faire un minimum, d'accord. Je ne sais pas celles qui ont suivi, mais voilà, moi, j'ai sauté sur l'occasion. OK, donc, cette année, il faut se dire que c'est la même situation. Les rabbinim nous disent moins, mais malgré tout, c'est la même situation. D'accord. Il faut quand même préserver son capital santé qui passe par ne pas trop se prendre la tête sur est-ce que les piles de vêtements sont bien alignées par couleur. Enfin, ça on s'en fout, ça, c'est pas grave. Donc, est-ce qu'on peut croire qu'on est encore arrivé au ménage de Pessah? C'est comme si à chaque fois, chaque année, on revenait comme une sorte de cycle interminable, d'accord, où on revient à chaque fois à la même case départ. Okay. Vous connaissez ce jeu, alors je ne sais pas comment est-ce que ça s'appelle en français, quand j'étais petite, je crois que ça s'appelait la bonne paye. Vous voyez, ici, ça s'appelle Life, c'est beaucoup plus parlant. Okay. Où en fait, c'est comme un jeu de loi, mais en fait, c'est à propos de votre vie, d'accord. Donc, la bonne paye, pareil, c'est sur une année. Et là, donc, tu le fais, en fait, chaque année, tu reviens à la case départ. Et si tu as de la chance, tu prends, je ne sais pas combien, c'était 200 francs à l'époque, peut-être sur la bonne paye. Maintenant, avec 200 francs, je ne sais pas ce que tu veux, mais c'est madame. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Hop, on repasse par la case départ et on a l'impression que tous les ans, c'est comme ça. Et on se dit, mais attends, est-ce que j'ai progressé, moi, depuis toutes ces années? Maintenant, juste depuis le mariage, d'accord? Vous savez que je suis mariée depuis un petit moment. Chaque année, on arrive à Rosh Hashanah et on se dit, alors, cette année, mais quoi? Laisse tomber, j'arrête de fumer, je perds les 10 kilos, je deviens hyper sympathique avec tout le monde, je fais du bénévolat toute la journée. Avec mon mari, c'est la fiesta,
d'accord? Et c'est super, on est connectés, on est unis, on s'aime. Et les enfants, c'est les blonds de Gad Elmaleh. C'est sûr pour cette année, d'accord? Et là, comme par hasard, l'année qui arrive après, eh ben, on retombe avec exactement les mêmes résolutions. Et là, on se dit, c'était 15 ans que j'ai les mêmes résolutions. Il y a un petit problème, d'accord? Et l'autre problème, c'est qu'en fait, chaque année, on a de la bonne volonté, mais on n'arrive pas à se sortir de tout ce qui nous embête, pour ne pas dire autre chose, dans la vie, d'accord? Et tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie. Par exemple, celles qui se disent arrêter de fumer, bon ben, l'envie de nicotine ou du geste, juste, d'accord? Il y en a qui fument des stylos, il y en a qui fument du chocolat, qui vapotent, ok? Arrêter de se négliger. Il y en a qui ont une super bonne idée, moi inclus pendant des années. Arrêter de se négliger. Volonté de réorganiser, alors pour ne pas dire perdre du poids, réorganiser son alimentation. Ok, de faire le tri dans ses fréquentations. Parfois, on se dit, mais celle-là, vraiment, à chaque fois que je la vois, j'ai l'impression d'avoir une couche de négatif qui me tombe sur la cabeza. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, non, mais c'est vrai, tu te dis, mais pourquoi, en fait, pourquoi je la vois déjà? Ah oui, parce que, ok, il y a des amitiés qui sont toxiques, il y a des influences qu'on n'a pas besoin d'avoir. Peut-être qu'on peut faire le tri là-dedans. Travailler sur son bien-être émotionnel. D'accord? Ça paraît très... comment est-ce qu'on peut dire, nouvelle vague, d'accord? Mais en réalité, c'est hyper important parce que vu qu'on est les baits, d'accord, les maisons, le thermostat de notre maison, si on n'est pas bien émotionnellement, mais toute la maison ne fonctionne pas. Mais c'est horrible, d'accord? En arabe, ça veut dire de très mauvaise humeur. Ok? C'est-à-dire que si je me réveille du bon pied, la maison rayonne. Si je me réveille du mauvais pied, c'est horrible. Donc, j'ai plutôt intérêt, en fait, à m'occuper de ma charge émotionnelle. Okay, et ça, c'est quelque chose qu'on sait. Ah, cette année, c'est sûr, je vais me faire un dîner en amoureux avec mon mari tous les mois, toutes les semaines. Ah, c'est sûr, cette année, je vais me faire un spa avec mes copines une fois dans l'année. Ou je vais me faire un déj ou un truc. Ou tout simplement, je vais méditer. Je vais faire du yoga. D'accord? Des trucs ou du sport. Mais un truc pour soi. On se dit, non, non, ça, c'est hyper important émotionnellement, j'ai envie de le faire. Et pourtant, l'année prochaine, je vous garantis qu'on est au même point très souvent. Pourquoi? Ou encore se dire, tiens, j'ai envie de travailler sur la relation familiale avec les enfants. J'en ai marre, je crie tout le temps, c'est pas du tout la maman que j'avais l'impression que j'allais devenir. J'ai envie de travailler là-dessus. D'accord? Et puis en fait, vu que tu n'as pas travaillé sur ta charge émotionnelle, tu redeviens un maman qui crie tout le temps parce que c'est un cercle vicieux. D'accord? Donc en fait, chaque année, c'est la même chose. Et ça fait des années que ça dure. Ok? Est-ce que c'est vraiment ça, vivre? Quand on était jeune, on avait des idéaux. Okay. Qu'est-ce qu'on se disait? Moi, quand je serais grande, je ferais ci, je ferais ça. Bon, à part glacière et chanteuse, on avait d'autres ambitions également. On se disait, mais attends, moi, je serais avec mon prince charmant, et je ferais ci, et je ferais ça, et je serais une super maman, et je serais super détendue. Et puis, j'aurais un métier qui me plaît, parce qu'il y en a qui font des métiers qui ne leur plaisent pas, ou qui n'arrivent pas à réaliser ce qu'elles ont envie de faire. D'accord? Ok, je me disais ça. Alors, est-ce que c'est vraiment ça, vivre? Et puis, ça veut dire quoi, vivre, en fait? Est-ce que c'est à chaque fois repasser par la case départ dans le jeu life? Comme ça, ok, je suis en train de vivre. Non, en fait, tu tournes en rond, tournes en rond, tournes en rond, tournes en rond. Parce que si je vous pose une question, est-ce que vous connaissez des synonymes de vivre en français? Pendant ce temps-là, je vois. On va travailler un petit peu, il n'y a pas que moi, quand même. Non? Ah ben, c'est bien. Exister, se réaliser, vivre. Vivre. Non, 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 c'est quoi la chanson? Ok. Bon, alors, déjà, on va travailler avec exister. C'est quoi exister? Ex, en latin, ex, c'est à l'extérieur, d'accord? Ister, d'accord? On va dire que ça veut dire être, d'accord? Ça veut dire être à l'extérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, ce que tu as dit, Léa, réaliser son potentiel intérieur. C'est-à-dire mettre vers l'extérieur ce que j'ai comme potentiel à l'intérieur. Okay? C'est ça, vivre.
exister. Il y a un grand rave qui est le fondateur de la chassidoute Bretzlev, qui s'appelle Rabbi Nachman mi-Bretzlev, qui disait « Le jour de ta naissance, c'est le jour où Hachem a décidé que ce monde ne pouvait exister sans toi. » Et il n'a pas dit qu'à moi. Il a dit à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est extraordinaire. Ça veut dire qu'en fait, Hachem a décidé que c'est quoi ta date de naissance? Le 29 septembre 1979, d'accord? T'es très jeune, ça veut dire. 1979, eh bien, le monde ne pourrait pas vivre sans Keren. Et elle est née à plus ou moins dans la région parisienne ou à Paris, d'accord? En 1979, entourée de sa famille, etc. Pourquoi? Parce que le monde avait besoin que Keren naisse à cet endroit, à ce moment-là, pour apporter en fait quelque chose de très particulier au monde. Alors, on va prendre un exemple. On va imaginer que le monde, c'est comme un immense puzzle, d'accord? C'est un puzzle qui part de la création du monde, il y a 5781, et qui va jusqu'au 6e millénaire, d'accord? Donc, sur 6000 ans, on va dire, plus ou moins. Et bien, imaginez donc que c'est un immense puzzle, et à l'intérieur de ce puzzle, il y a une place pour une pièce particulière. On sait que si on est nul en puzzle comme moi, d'accord, et ben on peut essayer de rentrer très très fort à l'intérieur une pièce qui ne correspond pas à un endroit qui ne correspond pas, ça ne rentrera jamais, d'accord? Donc il faut qu'on trouve exactement la pièce idéale pour rentrer dans cet endroit idéal. Et bien il se trouve que c'est Karen qui, le 29 septembre 1979, est née à Paris dans cette maison, dans cet environnement-là, qui va pouvoir venir poser sa pièce exactement là. Mais il s'est passé quelque chose de très intéressant. C'est qu'Hachem, il aurait pu faire qu'elle naisse directement dans la forme qui allait aller à l'endroit même où on l'attend. D'accord? Mais ce ne serait pas très drôle. C'est exactement dans n'importe quel jeu de la bonne paye ou du jeu de voix ou je ne sais pas trop quoi. Si dès le départ, on a la solution au problème, quel est l'intérêt du jeu? D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Hachem, il a fait qu'en toi, tu as le potentiel de prendre cette forme-là, qui va venir se placer exactement à cet endroit-là. Mais quand tu nais toute ronde. D'accord? Comme un petit fœtus tout rond. Et après, la vie va faire que tu vas te prendre un coup là. Ça va faire un petit creux. Tu vas prendre un coup là. Ça va faire un petit creux. Et pour te défendre de ce coup-là, tu vas développer une bosse là. Et puis, tu vas développer une cavité ici, une cavité là. Et en fait, tu vas prendre une forme, tu vas te raffiner, tu vas te définir. Et à travers toute ton existence, tu vas finalement, si tu arrives à te réaliser, à exister, à réaliser le potentiel. C'est quoi réaliser ce potentiel? C'est arriver à prendre la forme qu'Hachem voulait qu'on prenne pour rentrer à cet endroit-là dans l'immense puzzle de l'humanité. Ok? Ok. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et chaque année, en fait, Hachem, il nous donne des clés, comme à la bonne paye, comme au life, d'accord? Pour qu'on arrive à voir quelle forme on devrait avoir. Pour qu'on y arrive à notre mission. Le but, c'est qu'on atteigne notre mission. Ce n'est pas de mettre trop d'épreuves, d'obstacles dans nos pattes. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, à Sukkot, à Hanouka, il va nous donner en fait des opportunités de revivre des grands événements qui ont forgé le peuple juif. Et comme Am Israël est un, eh bien, ces événements, en fait, lorsque je vais moi les revivre, ils vont me permettre, moi aussi, de me définir et de me travailler différemment. D'accord? Donc, à Rosh Hashanah, à Yom Kippour, à Sukkot, à Hanouka, à Purim, à Pessah, où on arrive maintenant, d'accord? Eh bien, en fait, chacun d'entre nous va pouvoir prendre quelque chose et venir en fait, eh bien, ajouter quelque chose à sa forme, prendre forme pour réaliser sa propre mission. Et on a toutes donc une mission différente. Ok?
Le seul problème, c'est quoi? C'est que il y a énormément de choses qui nous empêchent de réaliser ce qu'on devrait réaliser, de prendre la forme qu'on devrait prendre. On sait au fond de nous, il y a des trucs sur lesquels on sait qu'il faut qu'on travaille. D'accord? Quelqu'un qui s'énerve tout le temps. Quelqu'un qui est tout le temps angoissé. Quelqu'un qui est, je ne sais pas, tout le temps, qu'est-ce qu'on peut dire? Triste, d'accord? Quelqu'un qui est très introverti. Et bien, ces personnes-là, elles savent, ok, j'ai ça, je sais qu'il faut que je travaille dessus. Mais franchement, c'est pas facile. D'accord? Et puis, il y a toujours une bonne raison qui fait que, ok, cette année, je me dis que je vais le faire et puis, c'est trop dur. Oh là là, prendre la parole en public. Oh là là, aller me faire le vaccin parce que j'ai trop peur de ce qui peut se passer si jamais on me transforme, donc je ne vais pas. D'accord? Il y a plein de choses comme ça. Et chaque chose est valide. Chaque personne a raison d'avoir peur. C'est son propre Yetzirara. D'accord? Le Yetzirara, il est là aussi. Le Yetzirara, c'est le mauvais penchant. Mais en réalité, ce n'est pas un mauvais penchant en soi. Le Yetzirara, il vient aussi nous aider à trouver quelle est notre mission. D'accord? C'est qu'en fait, lui, son but, c'est de nous empêcher d'arriver à prendre la forme qu'on doit prendre pour entrer dans le puzzle. Lo siento mucho porque es muy difícil de entender. Non? Ça va? Ok. Alors, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, pourquoi est-ce que Hachem nous a donné le Yetzirara? Parce que si nous avait juste mis dans la bonne forme, ou nous avait juste dit, ok, toi, tu nais comme ça, tu dois te transformer. D'accord? C'est ça, se transformer. C'est prendre une autre forme. D'accord? Et que ce soit facile, d'accord, que ce soit du pain béni, comme on dit en français, d'accord, alors en fait, il n'y aurait pas vraiment de libre arbitre. Ce serait très facile et on serait programmé, d'accord. Pour qu'on soit libre, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce que c'est la liberté? C'est d'avoir le choix. Pourquoi est-ce que les Français en France sont en train de faire la révolution? Et ils disent on va priver de liberté. Parce qu'on ne leur laisse pas le choix. Ils aimeraient avoir le choix de se dire on peut se réunir et s'éloigner ou d'aborder le masque dans un jardin à 6h30 du soir. Mais non, on ne leur laisse pas forcément le choix. Qu'est-ce que c'est pour priver quelqu'un de son choix? C'est en fait de priver de liberté. Donc Hachem, comme il nous a donné le libre arbitre, il fallait qu'il y ait ce Yetzirara. Sinon, on aurait été comme des robots. Est-ce qu'un robot ou est-ce qu'un ordinateur a du mérite lorsqu'il exécute sa tâche? Ben non, il est programmé pour ça, il n'y a pas de mérite. Alors que nous, on a du mérite. On a du mérite dans tout ce qu'on entreprend parce qu'on n'est pas programmé pour ça. Parce qu'au contraire, on a en nous quelque chose qui va nous dire hey, psst, regarde, mais t'as vu ce gâteau au chocolat là? Tu vas pas en laisser autant pour tout le monde. D'ailleurs, c'est très bon ce gâteau au chocolat. D'accord? Ou alors, hey, psst, tu dois donner ton maaser 10% de tout ce que tu reçois. Mais ça ne va pas, non? Attends, t'as vu ce sac, ces chaussures et ce truc, ou l'école pour les enfants? Non, mais ça va. D'accord? Hey, t'as vu comment il t'a parlé? Pourquoi tu vas pas te mettre en colère? Non, mais tu ne faut pas que tu aies un petit peu de manque de respect quand même. Vas-y, mets-toi en colère, me fais-toi respecter. D'accord? Combien de fois on entend ces petits doigts dans notre tête? Eh bien, en fait, on doit les remercier, ces petits doigts, parce que c'est grâce à elles qu'on est des familles. Et qu'on est sont les amis, que nous sommes des êtres humains. Okay? Il y a quelque chose de merveilleux aussi qu'Hachem a mis à notre portée, c'est le calendrier juif. Voilà. Okay. Le calendrier juif, c'est sympa. D'accord, mais en quoi ça vient nous aider? Je ne parle pas du calendrier papier, bien sûr, mais en fait de l'énergie qui existe à l'intérieur du calendrier juif. On parlait tout à l'heure, c'était avec Léa, on parlait des mazalotes, on parlait des signes astrologiques. Okay, les signes astrologiques, on ne parle pas de Madame Soleil. On parle de, par exemple, les écrits du Rav Twitou, pour celles qui sont intéressées sur YouTube. Il y a énormément de cours là-dessus, super intéressants. Ça s'appelle les Mazalotes par le Rav Twitou, super intéressant. Et par exemple, Léa me disait, je croyais toujours que j'étais lion, puis finalement, en fait, je suis crabe dans le calendrier hébraïque. D'accord? Et ça explique beaucoup de choses. OK? Ok, moi je suis scorpion dans les deux calendriers. À crabe.
Ouais, moi aussi, j'en ai si quelqu'un veut l'emprunter avec plaisir. Ouais. Alors, tu me rappelles tout à l'heure. Crabe. Cancer. Ok. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsqu'Hachem a créé le monde, au départ, Hachem était infini. Il était tout. Il est toujours infini. Mais il occupait tout. L'univers dans sa totalité. Pour nous permettre d'exister, c'est très intéressant d'ailleurs, j'en parle un petit peu dans les séminaires de Tarat Mishpacha, celles qui n'ont pas fait la version 2021. Il y a du nouveau quand même, mais c'est que pour nous permettre d'exister, il s'est rétracté. Ça s'appelle le Tzimtzum. C'est un concept de il s'est rétracté. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé de la place à l'autre. C'est toujours très, très intéressant quand on parle du couple. Okay, en tout cas, là, c'est pour l'univers. Il a permis. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré, d'accord? Et il a créé l'univers. Il s'est créé une sorte d'énergie immense, d'accord? Que les scientifiques appellent le Big Bang, ok? Et qui fait quoi? Qui fait qu'en fait, il y a une énergie immense qui a été créée, un peu comme une sorte de bombe atomique, okay? Pour reprendre une image qu'on peut connaître. Et cette énergie n'est pas une bombasse, hein. Ouais, ah bon, d'accord. Alors, une bombe atomique, juste pour l'image de l'énergie qui se diffuse et qui reste après en suspens pendant des années. D'accord? Parce que quand il y a une... je vais devoir le redire encore, bombe atomique. Quand il y a une bombe atomique, qu'est-ce qui se passe en général, malheureusement? Eh bien, il y a des résidus radioactifs, d'accord, qui restent en suspens pendant des années. Alors, lorsqu'Hachem a créé le monde, eh bien, il s'est donc rétracté, il a diffusé une énergie dans le monde. C'est des énergies qui sont restées en suspens et qui sont cycliques et qui reviennent tout au fil de notre calendrier. Okay? Par exemple, donc on les appelle aussi les mazalotes, okay? Mais elles sont liées en tout cas aux mazalotes. Mais ces énergies, notamment, vont expliquer que, par exemple, au mois de Hadar, il y a une énergie de joie. D'accord? Ce qui veut dire que quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde, en fait? Eh bien, le monde s'emplit d'une sorte de vague. Et qu'est-ce qu'on fait sur une vague? On surfe sur une vague. Ou alors, on se noie dans la vague. D'accord? Eh bien, en fait, cette vague énergétique, elle va être diffusée pour nous permettre de nous élancer. C'est une sorte de tremplin. Ce qui veut dire que, par exemple, quand au mois de Hadar, on nous dit, vas-y, chante, danse, kiffe, développe tes capacités de joie. Pourquoi? Parce que pendant ce mois-là, il y a cette vague. Et si tu sors dessus, tu vas atteindre un niveau que tu n'aurais jamais atteint si tu n'avais pas surfé dessus. D'accord? Eh bien, au mois de Nissan, l'énergie, c'est l'énergie libératrice. Okay? Ce qui veut dire que depuis la création du monde, il y a 5781 ans, chaque mois de Nissan, donc on est aujourd'hui, là maintenant, puisqu'on est passé à la nuit, on est au 2 Nissan aujourd'hui, ok? Donc, on est rentré dans cette énergie libératrice. L'énergie du mois de Nissan, depuis la création du monde, ça va être cette énergie de libération. Okay? Abraham Avinu, nous dit Midrash, mangeait de la matzah. Donc, Abraham, il est antérieur à l'esclavage en Égypte et il mangeait de la matzah déjà 1000 ans à peu près, ou 800 ans avant. D'accord? Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, il y avait déjà le 15 Nissan, cette mitzvah de manger de la matzah, de célébrer Pessah. D'accord? Pessah, eh bien, en fait, a eu lieu le 15 Nissan parce que c'était le pic de la montagne de notre vague libératrice. Donc, on ne célèbre pas Pessah le 15 Nissan parce que les Juifs sont sortis d'Égypte, mais ils sont sortis d'Égypte parce que c'était le 15 Nissan. Okay? Ce qui veut dire qu'eux, ils ont su surfer sur cette vague d'énergie libératrice pour sortir de ce Mitzrayim, de cette Égypte. Okay? C'est super important quand on voit le calendrier comme ça. Le mois de Iyar, c'est le mois de la guérison. D'accord? Le mois de Sivan, le mois de l'union avec Hachem, où on reçoit la Torah. D'accord? Le mois de Av, le mois du deuil. Okay? Il y a chaque mois, il y a une énergie particulière.
Et d'ailleurs, on voit qu'il n'y a pas énormément d'Hébreux qui sont sortis d'Égypte. Il n'y a qu'un cinquième de la population hébraïque qui est sortie d'Égypte. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'y croyaient pas. Ils n'y croyaient pas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Je vois en même temps, à vous de parler un peu. Qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Ah ben, je vais vous mettre par Zoom, hein, vous êtes trop endormis. Hein. En Égypte, il y a eu l'esclavage. En Égypte, il y avait l'esclavage. Comment est-ce que ça s'est passé? Je raconte parce que moi, quand je l'ai appris, je ne savais absolument pas et je n'imaginais pas que c'était possible. Et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps à un cours de Tarat Amishpara. Et la dame aussi m'a dit, ah non, mais je ne savais pas du tout que c'était comme ça. Donc, je vais partager ça avec vous parce que pour moi, c'est quelque chose d'assez important. En fait, qu'est-ce qui s'est passé en Égypte? Donc, les Hébreux sont devenus esclaves. Okay, et c'est très intéressant parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés en Égypte? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils arrivent en Égypte? Okay, ils étaient en terre de Canaan avant. Okay, on connaît l'histoire d'Abraham, de Yitzhak, de Yaakov. Et qui est-ce qui va être le premier à arriver en Égypte à ce moment-là? C'est Joseph. D'accord? Joseph, il va être vendu par ses frères parce qu'ils étaient jaloux de l'amour que leur portait leur père Israël, Jacob. Okay? Il va être vendu et il va atterrir en tant qu'esclave en Égypte, dans la maison de Potiphar. Potiphar était un ministre de Pharaon. D'accord? Et il se trouve qu'il était tellement brillant, intéressant, etc., qu'il va monter en grade, Joseph. Il lui arrive des situations un peu incongrues, il se retrouve en prison. En prison, il analyse des rêves. On l'extrait de prison parce que Paro a justement besoin de quelqu'un pour analyser ses rêves, pour interpréter par ses rêves. Et qu'est-ce qui se passe? Joseph va sauver l'Égypte d'une immense famine et il va se retrouver vice-roi d'Égypte. Okay? À ce moment-là, lorsqu'il devient vice-roi d'Égypte, on imagine, d'accord, vice-roi d'Égypte, c'est immense. Il faut dire que Pharaon, il était considéré comme un dieu, d'accord? Donc, ça veut dire que c'était presque un demi-dieu aux yeux des Égyptiens. Okay? Donc, est-ce que c'était cool d'être un hébreu à l'époque? Ben ouais, grave. Celles qui ont connu les années 90, place Victor Hugo devant chez Häagen-Dazs, ok, et que c'était trop cool d'être un petit chalala, ça s'appelait les chalala, ils avaient les jeans remontés, les ribottes blanches et tout ça, d'accord? Ben, c'était un peu comme ça, d'accord, en Égypte. Ils n'avaient pas les ribottes blanches, mais vraiment. Okay, ils avaient les spartiates blanches. C'était pas très bon. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, c'est la prof de maths. Hop. Ok, ça veut dire qu'en fait, lorsque les Hébreux sont arrivés en Égypte, ils sont arrivés avec une estime d'eux-mêmes très haute. Okay, ils avaient une très forte estime d'eux-mêmes. Ils étaient reconnus comme des êtres extrêmement intelligents, comme des êtres extrêmement valeureux et comme une grande richesse pour le peuple égyptien. Ils ont été donc accueillis à bras ouverts. D'accord? Et puis le temps passe. Et bien évidemment, lorsque les Juifs arrivent quelque part, ils se disent, bon, puisqu'on est accueillis à bras ouverts, nous aussi, on a envie de devenir un peu comme eux. Hein. C'est chouette, les Égyptiens, d'accord? Ok, comme ça, avec les beaux maquillages et tout. Et ils commencent à s'assimiler un petit peu. D'accord? Et ils sont toujours très, très bien regardés comme des Hébreux. Ils s'assimilent un petit peu. Et puis, ils veulent un petit peu remercier, parce qu'on est toujours très reconnaissant en tant que Yehudi, ils veulent remercier l'Égypte de l'accueil. Ils se disent, mais attendez, c'est super ce qui se passe ici, d'accord? Nous aussi, on veut participer de la grandeur égyptienne. Les années passent, les siècles passent, les générations passent. Et le livre de Shemot naît en nous disant qu'un pharaon, donc pharaon, ce n'est pas une seule personne, c'est le nom que l'Égypte donnait à ses rois. D'accord? Donc, un autre roi, donc un autre pharaon, naît, un qui ne connaissait pas Joseph, d'accord? Qui ne connaissait pas Yosef, donc des générations plus tard. Et celui-là regarde comme ça la population égyptienne
Et il dit, mais c'est quoi tous ces feuilles là? C'est quoi ces petits chalalades partout là? Mais ils sont un peu trop nombreux, d'accord? Je voudrais bien qu'on les réduise, ça suffit. Il y en a trop. Alors, à ce moment-là, il était très fin, beaucoup plus fin que certains plus tard, d'accord? Et il décide non pas de les exterminer, parce que pourquoi exterminer une main-d'œuvre tellement intelligente et tellement enrichissante, mais juste on veut qu'ils se réduisent un petit peu, d'abord qu'ils soient moins présents dans l'intellectuel society de l'Égypte. Et du coup, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de mettre au point une technique. On va faire un truc pour s'en servir de ces hébreux. Et il propose de faire des grands travaux pour montrer la grandeur de l'Égypte. Et donc, il dit, ben voilà, tous ceux qui veulent peuvent venir s'inscrire pour grandir le nom de l'Égypte. On va faire un truc. Mais alors, croyez-moi, ils n'ont jamais vu ça nulle part. Ça va s'appeler une pyramide. Un truc de ouf. D'accord? On va tous être reconnus pendant des millénaires. Hein. Pendant des millénaires, il y en a même qui vont en construire en verre après, en plein milieu d'un Louvre. OK? Aucun rapport. Eh bien, nous, on va le faire. D'accord? Et ça va être la grandeur de l'Égypte. Pendant des millénaires, on va être reconnus grâce à nos pyramides. Et bien évidemment, les Juifs qui sont très reconnaissants et qui veulent faire partie de cette société égyptienne se disent, nous aussi, on veut faire partie de la grandeur du nom de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va venir travailler avec vous. Allez, il y a là, on y va. Et on met les enfants, les femmes, les maris. Il n'y a que les Lévites qui ont dit non, nous, on ne s'inscrit pas là-bas, donc la tribu de Lévi. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, on sert Hachem. Et il y a des Lévis là par ici? Non? D'accord. Alors voilà. Donc, tu n'as pas été esclave. Ok. Alors, et ils se disent quoi? Ils se disent, bah, nous, on a bien envie aussi de faire partie, de créer la grandeur de l'Égypte. Et donc, ils s'inscrivent à ces travaux publics. Okay. Et au départ, ils sont rémunérés. Ah, mais non, on n'a pas besoin d'être rémunérés. Nous, on est contents de faire ça pour l'Égypte qui nous a accueillis, qui nous a ouvert les bras. Ok, on va le faire tranquillou, vas-y, pépère. Et au fur et à mesure, les objectifs ont été de plus en plus difficiles. Ah ben, c'était 10 briques au départ par jour. Ben, maintenant, c'est 100 briques par jour. Ah non, mais on peut le faire, on peut le faire. Quand vous voulez pas qu'on vous paye pour ça, c'est un peu plus difficile que d'habitude, là, quand même. Non, 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 on va y aller, on va y arriver, d'accord, ça va être top. Ben, figurez-vous qu'ils sont devenus esclaves de leur propre volonté. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on les a forcés à devenir esclaves. J'ai envie de vous poser une question. Tout à l'heure, on parlait des choses qui nous empêchent, qui nous entravent dans le fait d'exister. Est-ce que ce n'est pas ça aussi de l'esclavagisme? Est-ce qu'on ne se met pas toute seule des bâtons dans les roues? Très souvent, on est nous-mêmes en train de se dire « je m'auto-sabote là, c'est pas grave, je ne le mérite pas. C'est pas grave, j'ai pas une bonne estime de moi. C'est pas grave, je vais me sacrifier sur l'autel de la générosité. » Il y a toujours une bonne raison, une bonne mida pour aller faire quelque chose qui en fait n'est pas du tout bon pour nous, qui ne va pas du tout nous permettre d'aller prendre la forme que l'on doit prendre pour arriver exactement à l'endroit où Hachem nous mène. Eh bien, donc, ces Hébreux, ils se sont donc embrigadés. Ils se sont embarqués, en gros, dans une belle guerre. Okay. Seulement, c'était quelque chose qu'Hachem voulait, puisqu'il avait dit à Abraham, tes descendants seront pendant 400 ans esclaves en Égypte. Okay. Et donc, c'était un petit peu leur destin, leur massacre. Okay. Ils se sont en tout cas sont rentrés là-dedans volontairement. Et une fois qu'ils sont rentrés là-dedans, et qu'ils ne pouvaient plus en sortir, parce qu'au bout d'un moment, quand même, ils auraient bien voulu en sortir. Là, c'était trop tard. Ils ne pouvaient plus s'en sortir. Ils étaient embarqués dans cet engrenage. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on imagine que l'esclavage devient vraiment dur, d'accord, et qu'à ce moment-là, eh bien, moi, je prends souvent cet exemple-là parce que ce que j'imagine le plus proche de l'esclavage, pour nous qui sommes très proches de la Deuxième Guerre mondiale, c'est
l'image des personnes qui étaient dans les camps. Okay, si on reprend l'image des personnes qui étaient dans les camps, qui étaient le plus proche de ce qu'on peut imaginer de l'esclavage, qu'est-ce qui leur a été enlevé particulièrement à eux? Qu'est-ce que les nazis marchaient? La liberté, leur foi. Leur foi, non. Leur foi, ils avaient les... Okay, surtout leur dignité humaine. Ils avaient pour but, les nazis, de les déshumaniser. Exactement. De leur faire des tâches très difficiles qui étaient défaites aussitôt qu'elles étaient faites. Pourquoi? Parce que ça rend fou de se donner du mal à faire quelque chose qui ne sert à rien. D'accord? C'est pour ça aussi d'ailleurs que nous, les femmes, parfois, on a du mal dans nos vies quotidiennes parce que la routine de toujours faire la vaisselle pour que de toute manière, le lendemain, on retourne à faire la vaisselle et le linge et le truc et le machin, parce que de toute manière, ça revient demain. C'est exactement la même chose le lendemain. C'est pas facile. Les Havdil, c'est très loin on est très très loin de l'esclavage, mais c'est ça aussi qui fait que parfois, les femmes, on a du mal à s'extraire ou à être dans la joie parfois parce que c'est très répétitif et ça, c'est pas toujours évident pour ça. Bon, en tout cas, donc ils étaient, on peut imaginer, donc ils étaient déshumanisés. Lorsqu'on est déshumanisé, on est dans un mode de vie ou de survie. De survie. C'est quoi un mode de survie? On fait appel essentiellement à 3 points. Pour survivre, on n'a pas besoin de penser. Pour survivre, on n'a pas besoin d'aller taper la discute avec l'autre ou d'aller faire du bien à droite ou à gauche ou d'être gentil, d'être poli. Pour survivre, il nous faut de l'eau, il nous faut de la nourriture. L'air, grâce à Dieu, il y en avait. Okay, mais c'est vrai, il nous faudrait de l'air pour survivre. Il nous faudrait aussi, pour survivre, faire survivre l'espèce, avoir une reproduction. D'accord? Et troisième chose importante sur laquelle je veux marquer le point, il nous faut également une protection physique, c'est-à-dire des vêtements, des chaussures, un toit. D'accord? Parce qu'on ne survit pas longtemps dans un milieu hostile si on n'est pas protégé soit par des vêtements, soit par des chaussures ou un toit. Donc, on a en mode de survie, eau, nourriture et protection. Donc, l'esclave, on ne va pas lui demander d'être raffiné, de réfléchir, ou il n'a pas le temps de penser à ça. Sa survie, elle dépend. Il est trop en mode, on va penser qu'au cerveau archaïque, d'accord, qui va être qu'en mode de survie. Okay, il ne va pas nécessairement, c'est tout à fait possible, hein, on peut quand même avoir des gens qui ont écrit des chansons magnifiques et qui étaient esclaves, des gens qui ont réfléchi, mais en général, le cerveau humain va se focaliser sur la survie. Okay, donc, on imagine que ces Hébreux, pendant les 400 ans qu'ils devaient avoir d'esclavage, eh bien, ils ont peut-être perdu leur qualité de reconnaissance, c'est pourtant l'essence même du Yehudi, qu'ils ont perdu peut-être ces traits de générosité. Bien sûr, ces traits de générosité, d'accord, qui étaient l'attribut même de précède d'Abraham Avinu, d'accord, de Gvura, de discipline, de Yitzhak, de Tiferet, d'harmonie, de Yaakov, d'accord. C'est plus la priorité à ce moment-là. La priorité, c'est la survie. Okay, donc, encore une fois, à part les Lévi'im qui, eux, ne sont pas rendus esclaves. Donc, ils étaient, eux, dans le souci de l'autre. Et lorsqu'on parle des Lévi'im, on parle de Moshe Rabbeinu, on parle d'Aaron, Myriam, d'accord. Cette famille-là, c'était la famille, une famille libre. D'accord, ils n'étaient pas esclaves. Okay. Alors, on peut se poser une question. À un moment donné, on sait quand on lit la Haggadah, qui est venu pour sauver les Hébreux? Moshe. Moshe Rabbeinu vient. D'accord. Je vous rappelle que Moshe a été élevé dans le palais de Pharaon. Donc, il a quand même une éducation qui est un peu différente de celle des Hébreux qui étaient esclaves. En plus, c'était un Lévi qui était libre. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il vient voir les Hébreux et il leur dit, Hachem m'a demandé de vous libérer. Vous allez être libres. Mais si tu viens voir quelqu'un dont le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, l'arrière-arrière-grand-père, ça faisait 200 ans qu'ils étaient esclaves, ça veut dire quoi être libre?
Ils ne sont jamais connus. C'est comme si tu me dis, prenons l'exemple de Mashiach. D'accord? Est-ce que c'est un concept qu'on peut comprendre aujourd'hui? Quand on nous parle de notre Géoula, ça veut dire quoi la Géoula? Qu'est-ce que ça représente? Ça fait combien d'années? Ça fait 2000 ans qu'on est en Galoute, d'accord? Qu'on est en exil. C'est très compliqué. C'est un concept dans lequel on croit, mais c'est très dur d'y croire à 100%. C'est-à-dire que si demain, tu as un nuage comme ça qui débarque et quelqu'un qui te dit, moi, je suis ma chère amante avec moi sur le nuage, je te ministère, je veux dire, attends, je réfléchis parce que ça n'a pas l'air très logique. Moi, je ne peux pas venir sur un nuage. D'accord? Donc, on est très cartésien. Aujourd'hui, on vit dans ce monde, c'est très compliqué. À l'époque, eux, ils n'avaient pas l'idée de ce que pouvait être la liberté. C'est un concept vraiment, vraiment irréaliste. Et il y a un truc que je vais vous dire à propos de l'Égypte. Je vous disais, l'Égypte, ça représente en fait tout ce qui peut nous empêcher de nous réaliser. Et d'où c'est ça? Même dans le mot. En hébreu, les mots ont une signification particulière. Okay? Bien différent de la France, du français, pardon. Un mot en hébreu a une consistance particulière parce que Hachem a créé le monde à travers la parole. Donc, en fait, si vous avez déjà vu le film Matrix, vous avez déjà vu ce film Matrix? Okay? Quand vous voyez, quand ils mettent les lunettes de Matrix et qu'ils voient que la table, elle est faite en fait de plein de lettres, etc. Et c'est un peu la même chose en fait notre monde. Il est fabriqué de plein de lettres hébraïques. Chaque connexion de mots, de lettres, pardon, va créer une réalité particulière. Et il se trouve que Mitzrayim, l'Égypte, en hébreu, d'accord, a la racine tsar. Tsar, en hébreu, c'est étroit. D'accord? Étroit, ce qui nous contraint. D'accord? Et par exemple, quand est-ce qu'on dit des contractions en hébreu? Tiré, c'est la même racine. C'est ce qui nous empêche vraiment, ce qui nous contraint, ce qui nous empêche de réellement être lâché, libre, ouvert. D'accord? Alors, comment est-ce qu'ils pouvaient croire en Hachem ou en Moshe Rabbeinu alors que finalement, ça faisait 200 ans qu'ils étaient en esclavage et que ça ne voulait absolument rien dire sur le concept d'esclavage? Eh bien, en fait, l'histoire nous raconte qu'il n'y a que 1/5 des Hébreux qui sont sortis d'Égypte. 1/5 qui ont cru 20%. Okay? 20%. On nous dit que dans la Géoula finale, ce sera la même chose. Il n'y aura que 1/5 des Juifs qui croiront, qui iront avec Mashiach de la Pécha. Et donc, qu'est-il arrivé au 4/5? Eh bien, ils ont péri en Égypte. Okay? Donc, ceux qui ont cru, ceux qui ont eu la émouna, à ce moment-là, de se dire, mais oui, c'est possible de sortir. Mais oui, à Kadosh Baruch Hu. Mais attends, mais moi, même si je suis un esclave, mais mon père, il m'a raconté que Abraham, c'était mon ancêtre, et qu'il a découvert Hachem. Ça veut dire quelque chose pour moi. Celui qui a eu la chance d'avoir une mère, M, en hébreu, Ima, M, en hébreu, qui a la même racine que Emouna, d'accord, c'est elle qui transmet. C'est nous tous qui transmettons la Emouna. Celui qui a la Emouna, alors il est déjà dans une forme de liberté. Parce qu'il croit qu'il va se sortir de Israël. Il sait qu'Hachem, il va l'aider à venir se sortir de ce qui l'empêche de se réaliser. D'accord? Donc, la Emouna, c'est vraiment quelque chose, la première étape vers la sortie, vers le fait de briser nos chaînes. D'accord? Et puis, Hachem, il les fait sortir d'Égypte. D'accord? On le lit dans la Gada. Et de 4 manières, il les fait sortir. On verra comment tout à l'heure. Ah oui, j'aime bien raconter cette histoire. On parlait de Emouna. En fait, Hachem, il les fait sortir d'Égypte. Et puis, ils arrivent, comme ça, face à la mer d'Égypte. Et là, ils se retrouvent avec les Égyptiens, le char de Pharaon, les chariots, etc., qui leur courent après pour les tuer parce qu'ils veulent qu'ils reviennent en Égypte, finalement. Et alors, Pharaon, il a changé d'avis. Je ne veux plus les laisser partir. Et ils se retrouvent face à la mer. Et ils sont dans un endroit où il n'y a pas où partir à droite ou à gauche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils regardent Moshe Rabbeinu. Les Hébreux lui disent, mais tu nous as demandé de sortir pour ça? Pour qu'on
qu'on aille là, qu'on meure, périt, soit par les Égyptiens, soit noyé. On imagine bien que les détails, ils ne savaient pas forcément nager, d'accord? Et là, il y a une personne extraordinaire dont on doit toutes se souvenir et on doit toutes s'inspirer, qui s'appelait Nachshon ben Aminadab. Nachshon ben Aminadab, il a regardé Moshe Rabbeinu et il a marché vers l'eau, vers la mer des gens. Il a mis ses pieds, il est rentré dans l'eau, jusqu'aux genoux, jusqu'à la taille. Et l'eau le recouvrait ensuite jusqu'à la poitrine. Et l'eau le recouvrait ensuite et il continuait à avancer. Et tout le monde le regardait en disant, mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va se noyer. Mais ce qu'il va. Mais Nachshon, Ben Aminadab, il avait la main et il continue, c'est pas grave. Je vais jusque-là. Et au moment où il met même son nez sous l'eau, c'est là qu'Hachem dit, tu vois, tu as la main que je vais te sauver. Même si tu as vu que l'eau ne s'est pas ouverte sous tes pieds quand tu as mis ton pied dans l'eau, c'est monté jusque-là, ça veut dire que tu sais, tu as foi, tu as une émouna chez les mains, complète et entière, que Hachem va te sauver. Et c'est à ce moment-là que la mer des gens s'est ouverte. Okay? Donc, parfois, quand on nous dit, mais enfin, t'as confiance en quoi là? Tu crois quoi? Tu crois que tu vas y arriver? Mais vas-y, continue. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où tu montres à Hachem que oui, tu as confiance, même si ce n'est pas logique. C'est pas logique, d'accord? Lorsque j'avance dans l'eau et que j'ai de l'eau jusqu'au menton et que je continue à avancer, c'est pas logique, mais j'ai confiance que Hachem va me sauver, qu'il va m'aider à m'en sortir. Alors là, il ouvre la mer pour toi. Et c'est comme ça pour tout, chacun d'entre nous. Ok? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on nous a dit, il devait rester 400 ans en tant qu'esclave. Et finalement, il reste 210 ans. Et on dit qu'ils ont atteint le 48e degré d'impureté. Ils sont donc complètement déshumanisés. Et on se dit, mais comment est-ce qu'ils vont faire maintenant? En gros, quand on a fauté, quand on a fait plein de choses, quand on a tout perdu, quand on est tellement éloigné de la mission qu'on devait faire, est-ce qu'on peut revenir? Comment Hachem il va faire? Et là, il fait quelque chose d'extraordinaire. Il les place dans le Midbar. C'est quoi le Midbar? C'est le désert. Il les place dans le désert. Alors, on est bien, super, ils vont se plaindre. Je suis sûre qu'ils étaient un peu français, les Hébreux. Ils aimaient bien se plaindre. Pourquoi tu nous as mis dans le désert? Mais quoi? Mais attends, mais il n'y a pas d'eau dans le désert. Ah, on est parti de notre vie qu'on connaissait. Il faut savoir que l'être humain préfère toujours ce qu'il connaît, même si c'est lourd, même si c'est difficile, plutôt que l'inconnu. Donc, on est parti d'Égypte pour que tu nous amènes dans le désert. Mais c'est mieux ici. C'est mieux ici. Qu'est-ce que je vais faire ici? On est parti de Paris, de Montréal, de Tombouctou pour arriver à Miami. Et c'est la galère. Mais dans quelle galère je me retrouve? Je ne connais personne, je ne peux pas travailler, je n'ai pas mes papiers, parce que mon mari il est en E2, ici et ça. Je n'ai pas d'amis, je ne connais personne. Comment je vais faire? Comme c'est dur. C'est dur. Et Hachem, il vient et il dit aux Hébreux, regarde, tu te plains de prendre de l'eau? Tu crois quoi? J'ai fait des miracles, tu n'as pas vu les 10 plaies? Tu n'as pas vu les 10 plaies d'Égypte? Tu ne sais pas les miracles que je peux faire pour toi? Tiens, regarde. On parlait tout à l'heure des 3 éléments essentiels à la survie. Okay? Ils ne pouvaient pas penser, ils ne pouvaient pas se raffiner en tant qu'esclaves. Pourquoi? Parce qu'ils avaient besoin d'eau. Ils avaient besoin d'eau, nourriture et protection. D'accord? Je n'arrivais pas à appeler mes mots comme vous savez. Anyways, ils avaient besoin de eau, nourriture, protection. Qu'est-ce qu'il va faire dans le désert? Il va leur dire l'eau, le puits de Myriam. Le puits de Myriam, c'est quoi? C'est un puits en plein désert qui va les suivre. D'accord? Vous avez déjà vu ça, vous? Non. C'est un miracle. C'est un miracle, Salomon. C'est un miracle. D'accord? Ok, qu'est-ce qui se passe? Il les suit par tout le long de leur pérégrination. D'accord?
La nourriture, la manne. La manne qui tombe, tu n'as pas besoin de te soucier ni de l'eau, ni de la nourriture. Et tes vêtements, et ton toit, ta protection physique. Eh bien, ce sont les nuées qu'Hachem a mis qui, alors là, vraiment, pour toutes les ménagères, c'est extraordinaire. Vivement qu'elles reviennent, ces nuées, je ne sais pas parce qu'elles elles font un pressing automatique. D'accord? C'est-à-dire qu'on rentrait et la nuée lavait nos vêtements. D'accord? Et donc, on sortait chaque jour avec des vêtements propres, extra ou pas extra. Et en plus, on était protégés par ces nuées. D'accord? Donc ça, c'était la protection. Ce qui fait que quoi? Puisqu'ils sont tout le temps là sur vie, puisqu'ils n'ont plus besoin de se soucier d'avoir soif, d'avoir à manger et d'être protégés, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Ils vont pouvoir se raffiner, se travailler, se transformer. Et se transformer comment? Eh bien, Hachem va leur donner plein de moyens de travailler sur eux. D'accord? Et ils vont se raffiner en apprenant à s'éloigner en fait, de tout ce qui est matériel. Ok? Ça aussi, j'en parle dans le séminaire de Tartan Shpara. À quel point, en fait, quand on s'éloigne du matériel, c'est là, donc du toucher, c'est là où on peut travailler sur la complicité, sur le spirituel, sur l'amitié, sur l'amour. D'accord? Alors là, c'est la même chose, en fait. Hachem, il va travailler sur l'amour entre Am Israël et lui. Pour arriver à quoi? Au don de la Torah, au mariage entre Am Israël et Hachem. Shavuot, que l'on célèbre 7 semaines exactement après Pessah, c'est en fait le mariage d'Hachem avec sa bien-aimée Am Israël. Mais pour ça, il fallait qu'il soit méritant, qu'il se soit raffiné, qu'il se soit transformé, qu'ils arrivent à prendre la forme qu'Hachem voulait qu'ils prennent dans cette partie désertique, d'accord, de notre beau tableau puzzle de l'humanité. Et surtout, il fallait qu'ils travaillent. Maintenant, qu'est-ce qui leur manquait en tant qu'esclaves? C'était des individus qui vivaient que pour eux. Okay? Maintenant, on va leur demander d'être une nation. Am Israël est né dans le désert. C'est une nation, je t'en prie, moi aussi. C'est formé en tant que nation. Elle s'est rendue unie les uns aux autres. D'accord? On dit que à l'intérieur de Israël, on est tous responsables les uns pour les autres. C'est pour ça que quand on a une mauvaise nouvelle, même si on ne connaît pas la personne, ça fait mal, on souffre. Aujourd'hui, j'ai été à une maison de Shiva d'un voisin de Surfside qui est parti, tu connais sa femme, Lisa? Sa fille, elle est là-bas aussi, je ne sais pas. Qui est partie de manière vraiment tragique la semaine passée. Et franchement, la maman, la femme, donc, avait des mots très forts. Et moi, je dis, mais j'avais honte de l'avoir tellement pleuré, presque limite. Parce que quand on a appris ça, je me suis effondrée en larmes, c'est pas possible. Une telle mort, c'est pas possible. C'est vraiment tragique, tragique. En tout cas, ou quand on apprend qu'il y a un accident, qu'il y a un enfant juif qui est, je sais pas, en Israël, qui est entre... Mais on va prier. Combien d'heures on va prier? Les philosophes, on va prendre notre Sefer, on va prendre des trucs, on va prendre des choses sur nous pour un enfant qu'on ne connaît pas. D'accord? Pourquoi? Parce qu'à Israël, on est liés les uns aux autres. On le veuille, et même avec les belles-mères. Ouais. Vraiment. C'est venu nulle part, mais c'est vrai. On doit avoir de la havat Israël. On doit s'aimer les uns les autres, même avec elles. Elles font partie du groupe. C'est une petite blague. En tout cas, non, mais c'est vrai quand même. Pardon. Bref. Donc, ah oui, on voit aussi, d'ailleurs, dans les très belles parachutes qu'on vient de passer, quand on parle du demi-shekel, d'accord? Le principe du demi-shekel. Hachem, donc, il a un Israël qui vient de sortir d'Égypte. Ils ont vécu pendant 200 ans que individuellement, en pensant que à eux, parce qu'ils avaient besoin de manger, de boire et de se protéger. Et d'un seul coup, Hachem va leur dire, OK, on va construire un Mishkan, donc un temple,
Et chacun va devoir mettre un demi-shekel. Pourquoi? Il y en a qui sont super riches, qui ont des millions de shekels. D'autres qui n'ont rien, qui ont un shekel. Ils vont me dire non, chacun doit mettre un demi. Pourquoi un demi? Pourquoi pas un? Parce que un, c'est déjà complet, c'est déjà shalem, c'est déjà entier. À Israël, il doit comprendre qu'on n'est rien sans l'autre, on n'est qu'une moitié de quelqu'un d'autre. D'accord? Donc, on doit toujours avoir cette compréhension que seul, ça ne vaut rien, il vaut quelque chose d'évidemment. Mais on s'allie à l'autre, on est lié à un autre, on est un ensemble, une unité, une complétude. Et c'est ensemble qu'on forme le shalom, l'unité, la complétude, qui vient du même mot que le shalom entier. Donc, être libre, en fait, c'est un processus. C'est un processus qui commence avec d'abord l'identification de cette dépendance. Donc, chacune, on va se dire, à Pessah, je vais poser 5 minutes de ménage, là, ok? Parce que le ménage de Pessah, il est fait en réalité pour faire le ménage à l'intérieur de soi. Il n'est pas fait que pour enlever le chametz. Le chametz, c'est aussi, justement, celui de Sarara qu'on a en d'accord? Quelle est la différence entre la challah et la matzah? La matzah, elle est fine, elle est humble. Elle ne se la ramène pas toute la journée. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se la ramène toute la journée? C'est bien qui est Sarara. Donc, lorsqu'on travaille sur notre ménage de Pessah, on doit aussi réfléchir en fait, qu'est-ce qui fait à l'intérieur de moi que je suis en Israël, que je suis en Égypte? Pourquoi est-ce que je ne m'autorise pas à vivre ma vie? Mince. Tous les ans, je repasse à la case départ, j'en ai marre. Je veux vraiment avancer. Je veux me donner les moyens. Parfois, on a besoin d'une bonne copine, parfois, on a besoin d'un coach, parfois, on a besoin d'un rap, parfois, on a besoin d'un coup de pied aux fesses. Je ne sais pas. D'accord? Mais c'est vrai. Quoi? Exactement. Exactement. Mais pour connaître notre mission, il faut d'abord apprendre à se connaître et à identifier sa dépendance, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous enchaîne. D'accord? Qu'est-ce qui est notre propre Égypte? Qu'est-ce qui m'empêche donc de me transformer, de prendre la forme que je dois prendre pour pouvoir entrer dans l'image que Hachem veut créer? Deuxième point, on a vu, c'est la émouna. Si je n'ai pas de émouna, si je ne suis pas prête à me mettre jusqu'au cou dans l'eau en disant j'ai confiance, vas-y Hachem, je sais, je suis sur la bonne voie. Il n'y a que toi qui vas m'ouvrir ma main dans la mer. D'accord? Alors j'y arriverai pas. La première, identifier sa dépendance. Deuxième, avoir de la émouna chez les mains entières. Pas une petite émouna où je me dis, ouais, non, je crois qu'il va m'aider. Non, vas-y, jette-toi à l'eau. Okay? C'est ça, je vais se jeter à l'eau. Narshon ben Aminadab. 3. Vouloir se délester de ses chaînes. Si je ne veux pas, mais je vais rester avec les 4/5 des Hébreux, on a le choix. D'accord? On a ce choix, ce libre arbitre. Je peux, oui, aller vers ma demande, ou je peux, oui, rester avec ce qui me saoule. Mais si tu as envie de rester dedans, vas-y, reste. Quand je fais du coaching avec quelqu'un, je lui demande, est-ce que tu as envie de sortir de ça? Est-ce que tu as envie qu'on travaille sur ça? Parce que s'il n'en a pas envie, c'est ça. D'accord? Ça ne sert à rien. Celui qui n'a pas envie, on ne va pas le forcer. D'accord? Et 4e chose, désirer sa liberté. Oui, j'ai envie de sortir, mais oui, je désire ma liberté. Je désire quoi? Me transformer. D'accord? Je vois qu'il y a du bien dans le changement. OK? Alors, Hachem, il va nous aider comment? Dans cette énergie de Pessah, comme on l'a vu, du mois de Nissan, en nous donnant cette énergie libératrice, sur quoi surfer. Ça nous donne vraiment un coup de pouce. Si on ne le fait pas maintenant, ce sera beaucoup plus difficile pendant le reste de l'année. Alors que si on s'en sert maintenant, ce sera beaucoup plus facile d'y aller. C'est un tremplin. Je veux y aller, j'ai envie de changer. Je ne vais pas attendre Rosh Hashanah. Allez, hop. Celles qui ont l'habitude de faire avec moi le séminaire de préparation à Elul, d'accord? On ne va pas attendre Elul. Non, allez, viens maintenant. Viens maintenant, c'est le moment de faire du ménage. C'est le moment de te jeter à l'eau pour qu'Hachem t'ouvre les portes. Okay? Et ensuite, Hachem, il va avoir, on a dit, 4 moyens de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte.
Une fois qu'il y a eu cette identification, qu'il y a eu cette émouna, et que je veux vraiment y aller, que j'ai envie de changer, que je vois le bien dans ce qui arrive derrière, alors Hachem, il va venir. Et il va faire quoi? On l'apprend dans la paracha Bo. Il y a, et d'ailleurs, c'est 4 sorties d'Égypte. D'accord? Il dit à Moshe, Rabbeinu dans la paracha Bo, tu vas aller voir les Israël et tu vas leur dire que je vais, premièrement, Veotzetietrem, je vais par force les faire sortir. Deuxièmement, Veitzal Tietrem, je les sauverai. Vegal Tietrem, je les affranchirai. Velakar Tietrem, et je les prendrai comme peuple. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a 4 moyens par lesquels Hachem il va venir nous sauver. Et c'est exactement comme les 4 coupes du Seder. On voit 4 coupes de lait. C'est aussi lié à ça. Hachem il vient nous sauver par 4 moyens différents. Tu es dans ta prison. Tu veux y rester? Non. Tu as envie d'en sortir? Oui. Et bien, il va nous envoyer l'hélicoptère comme à Alcatraz, okay, pour venir nous forcer à sortir. Comment est-ce qu'il fait ça? Il va venir en fait nous tendre des perches. Tu as envie de t'en sortir? Tiens, bizarrement, aujourd'hui, tu vas trouver quelqu'un qui va te parler, je ne sais pas, d'une dame. Moi, très souvent, quand il y a quelqu'un qui parle en français, je parle souvent d'une de mes amies qui est thérapeute en Israël, qui s'appelle Keren Nachour. Je vais refiler à plein de gens ici, qui est extraordinaire. Formidable, oui. Et je dis par exemple, vas-y, tiens, appelle-la. Mais après, cache-toi. Tu l'appelles ou tu ne l'appelles pas? Hachem, il t'envoie un hélicoptère. Vous connaissez la blague? La blague du mec qui fait un naufrage. Il est perdu dans l'océan Pacifique. Okay, et il dit, mais quoi? Moi, Maurice Benamou, mais grave, comment il va venir me chercher, Hachem? Allez, Hachem, j'ai confiance, tu ne vas pas me laisser me noyer. D'accord? Ok. Il lui envoie un premier hélicoptère. Un hélicoptère qui arrive, Monsieur Benamou, on vient vous chercher, venez. Mais non, Hachem, il va me sauver. Ok, d'accord, il repart. Et d'un seul coup, il y a comme ça un bateau qui passe au loin, qui remarque qu'il y a un type et qui va venir comme ça et dit donc, venez, on va vous sauver. Non, Hachem, il va me sauver tout seul, etc. Finalement, le type, il meurt, il monte là-haut, il voit Hachem, il dit mais Hachem, dis-moi, moi, tu ne m'as pas sauvé, tu as vu tout le bien que j'ai fait dans ma vie? Oui, mais je t'ai envoyé un hélicoptère, je t'ai envoyé un canot de sauvetage. Tu n'as pas voulu prendre le truc pour être sauvé. C'est de ta faute. D'accord? Et bien, il va nous dire exactement la même chose. Pour lui dire, il va nous dire, mais alors, attends, Esther, mais en fait, toi, tu avais la possibilité de ne pas t'énerver. D'accord? Plein de fois, je t'ai donné je t'ai tendu des perches pour te montrer des choses. D'accord? Le yoga, le truc, la relaxation, la méditation, la cohérence cardiaque. Vas-y, calme-toi, détends-toi. D'accord? Et pourtant, non. Tu sais qu'il y a ça, mais tu ne vas pas les prendre. Hachem, il vient nous sauver de force, entre guillemets, en nous envoyant exactement les personnes qu'on a besoin ou les choses qu'on a besoin. Et c'est fou parce qu'on dit, oh, justement, j'ai envie, le jour où tu dis j'ai envie de changer, tu as toujours une solution qui vient à toi, de manière détournée. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il attendait ça. Tu as envie de te transformer, tu as envie de rentrer dans mon jeu, là? Allez, bon. Je vais t'aider, je vais t'envoyer la bonne personne. Mais après, tu peux faire une session et puis tu dis, ah, ça me saoule, je ne veux pas faire des exercices. Ça me saoule, j'ai pas envie. D'accord? Ou alors, tu peux dire, maintenant, je vais faire. Je vais rentrer. Allez hop, je vais te donner les moyens. D'accord? Je te sauverai. D'accord? Veitzet Tietram. Je te sauverai. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où toi, tu risques d'aller vers un danger, il va venir, il va te sauver. D'accord? Il ne va pas te laisser. Il ne va pas te laisser aller dans le mur. Okay? Donc ça, c'est extraordinaire. Je t'affranchirai. C'est-à-dire que le jour où tu as besoin, vraiment, pour toi, tu as besoin de te sortir, s'affranchir, c'est quoi? C'est de ne plus être un esclave. Alors je t'aiderai. Montre-moi que tu as la foi et je t'aiderai. Okay? Et finalement, il nous prendra comme peuple quand? Eh bien, à Shavuot, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Il nous offre la Torah. Et donc, la Torah, c'est quoi? C'est la ketouba, donc l'acte de mariage entre Hachem et Am Israël. Ça veut dire qu'après tout ça, tu seras
avec moi pour ta vie. T'en fais pas. D'abord, c'est comme si on signait un contrat avec lui. Okay, donc, Pessah, Hachem, il vient nous aider. Et ensuite, jusqu'à Shavuot, on a 7 semaines, je vous en parlerai pas aujourd'hui, c'est la prochaine fois. On aura 7 semaines pour se raffiner, nous aussi, à travers les 7 sphirotes. Je vous en dis juste un tout petit mot de seconde, qui sont en fait les 7 niveaux émotionnels sur lesquels on peut travailler pendant ces 7 semaines, qui sont le Chesed, la Gvura, la Tiferet, Hod, Netzach, Yesod et Malchut, qui sont juste les 7 sphirotes, les 7 sphères émotionnelles sur lesquelles Hachem va nous inviter chaque semaine, chaque jour, à travailler. Et c'est encore comme une mini-vague sur lesquelles on peut surfer pour s'améliorer si on a envie de faire une développement personnel. Voilà. Donc, avec ça, j'espère qu'on aura appris quelques petites tips pour se défaire de nos chaînes. Et encore une fois, la première chose, c'est d'abord de les identifier. Okay, c'est ce qui est le plus difficile. Après, ça coûte de source. Bien, pour, je rappelle, donc mardi soir, par le Transporter, sur Zoom, je vous renverrai le lien, sur Pessah, à proprement dit, les règles, à la faute, tout ce qu'on a envie de savoir, questions-réponses, n'hésitez pas non plus. Et je vais demander à... Ah non, attends. Je vais demander à mon amie Elodie de venir. Elodie, est-ce que tu peux le faire par là sans instrument ou pas? Ok, top. Et je vous avais promis une petite surprise. C'est que Pessah, c'est les soirées du Seigneur. Je ne sais pas comment c'était chez vous, mais chez nous, c'était un stress. Je crois que c'était une sorte de course quand on était petit, jusqu'à ce qu'on arrive au Shulchan Aruch, d'accord? Donc, la table est lisse, et hop, on va pouvoir enfin manger tous les plats que ma maman prépare. Okay? En réalité, c'est dommage parce que ce sont les deux plus belles soirées de tout le calendrier. Franchement, c'est une soirée d'éclatade. C'est une soirée où on s'amuse. C'est une soirée où on se déguise, et on lit, et on joue. Et en fait, c'est une soirée où on transporte les enfants, et on leur raconte des histoires en les faisant vivre ces histoires. Nous, tous les ans, on a le déguisement. Donc, il y en a qui sont... donc, mon mari, c'est mon cher ami, c'est mon mari qui l'a arraché. On a Ethan qui fait tous les ans, depuis 3-4 ans, le grand, il fait reporter au palais de Pharaon. Et en fait, ils ont une sorte de petite poste télé, un cadre en carton, qui garde, qui met sur l'autre. Et ils font le reportage des 10 plaies d'Égypte. Tout le monde est déguisé, tout le monde joue un rôle. D'accord, tout le monde a gagné des bonbons, des gâteaux. Alors ce soir-là, il n'y a pas de. C'est quoi? Mais tu sais ce qui est bien, c'est qu'on peut changer. Et que ce n'était pas chez nous non plus. Et qu'en fait, on s'est dit, il faut changer. Parce qu'en fait, c'est une soirée juste inoubliable. On ne peut pas rater la liste des 2 soirées. En plus, on a la chance, moi, je préfère qu'on soit en tous, c'est ensemble, mais on a 2 soirées. 2 chances de faire les choses. Et souvent, de faire ça, je trouve que c'est facile d'avoir un souvenir incroyable. Et très souvent, pendant l'année, lorsqu'on est à table, on met d'un côté les adultes et de l'autre côté les enfants. Le soir de ça, on fait ça. On met un adulte, un ou 2 enfants. Un adulte, un ou 2 enfants. Un adulte, un ou 2 enfants. Pourquoi? Parce que ce soir-là, les enfants ils doivent être en plein milieu de la table. Parce que cette soirée, c'est leur soirée. Et ils doivent poser des questions. Moi, je me souviens quand on était petit, on va dire ah non, oh là, pas de questions, on ne parle pas, là, on se dépêche. Non, c'est parce que c'était comme ça chez eux. D'accord? Mais ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que non, c'est le moment de transmission. On est en train de raconter une histoire et les enfants, il faut qu'ils s'en souviennent, il faut qu'ils. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est ça, c'est les souvenirs. C'est l'émotion qu'on met dans la tête. D'accord? Donc ce soir-là, on se déguise en Cléopâtre, ce que vous voulez, mais si Cléopâtre n'est pas dans la guerre, on s'en fout. D'accord? On peut faire une égyptienne, on peut faire. Moi, par exemple, je fais Batia, déguisée en Cléopâtre, d'ailleurs. Et on prend le petit bébé, comme ça, on a des nappes bleues, on fait l'ouverture de la mer morte, on a des frogs, des petites
grenouilles qui sautent, d'accord. Si vous trouvez sur Amazon, ils vendent plein de trucs très sympas aussi, des ch'touillottes, voilà. Et on a des bonbons, des trucs sympas sur la table pour faire tenir les enfants, parce que du coup, le CDR dure très longtemps. C'est exceptionnel dans ces cas. D'accord. Donc, en général, ce qui est bien la veille de ça, de 14 décembre, c'est de faire, en plus cette année c'est Shabbat, donc c'est top, on fait un gros repas pour que les enfants n'aient pas trop faim le soir, ok, on leur fait un super goûter éventuellement, et on leur fait une petite sieste pour qu'ils tiennent. Pareil pour les maris, parce que sinon, après 3 verres de vin, ils sont morts. Donc voilà, ok, donc il faut vraiment, vraiment kiffer ce moment. Et parce que j'ai très envie de discuter avec vous et qu'on partage quelque chose, mais si on n'est pas ensemble le soir de ça, je fais partie d'un networking de femmes qui s'appelle CORE. Et il y a une des dames qui a mis au point un truc incroyable et elle nous a demandé de dispatcher. Alors, je le fais ce soir. Je vous invite à une escape room, d'accord, le soir de CDR. Et c'est super bien fait, c'est très sympa. C'est à faire, bien évidemment, il n'y a pas besoin de stylo ni un tout, puisque c'est bien top, donc on ne peut pas le faire avec un stylo, d'accord. Et je vous invite à le faire, c'est très, très sympathique. C'est un jeu jovial. Il y a aussi des super jeux que vous pouvez trouver sur Amazon qui s'appelle How Do You Do. D'accord. Il y en a un pour Pessah. How Do You J-E-D, You Do. Il y en a un pour Pessah qui est très sympathique. C'est des cartes avec des questions qui ouvrent sur des discussions. C'est tout le principe de Pessah. D'accord. C'est de poser des questions, de répondre, de réfléchir, sur des sujets, sur la liberté, sur cette année, on ne peut pas et on l'a fait, d'accord. C'est plein de sujets comme ça. Et de faire des jeux, de s'amuser, de kiffer et éventuellement de manger. Un peu. C'est ça. Et de toute manière, on a tellement mangé avec la massage Moura qu'en général, on a tellement faim au moment de servir. Donc, rien ne sert de passer des heures à faire toutes les salades de Shabbat à ça. On s'en fout. En fait, on va avoir un CDR tellement long que de toute manière, on ne va pas manger des salades. Voilà, c'est très bien. Donc, libérez-vous du temps sur la cuisine et prenez le temps de faire que vos enfants se souviennent de ces soirées parce qu'ils ne se souviendront pas du tout de cette chouka de tout ça. En revanche, ils se souviendront comme c'était trop sympa. Tu te souviens quand on était petits maintenant et qu'on avait les déguisements et qu'on racontait les trucs et que machin et que non, c'est même le film avant la fête. Ils font une répétition du truc et ils doivent le filmer pour qu'on l'envoie aux grands-parents qui ne sont pas avec nous pour tout ça, pour que les grands-parents voient la présentation de l'horaire télévisé en Italie. Donc voilà, je vous invite à prendre ces jeux qui sont top. Ils ne sont pas en français, ils sont en anglais, mais étant donné que nos enfants sont tous anglophones, ça devrait être national. Si vous voulez le traduire, oui. Alors, Maëlodie, je vais te donner un autre micro qui n'est pas contaminé par mes enfants. Son micro, c'est possible? Bien sûr. On n'a pas fait de balance. Il y a une résonance ici. Non, c'est possible parce que là, ça répond à mon cerveau. Je ne fais pas de compte, j'ai un autre micro. Je sais, mais c'est ça qui est bien. Ça va, c'est ça. Je vais juste en parler là. Oui, oui. Tu me peux dessiner? Oui, bien sûr. Je vais faire ma timide. Bah non. On est entre nous. Oui, les réponses à la fin. L'imprimer. Je vais faire le bouquet. Vas-y. Et toi?
Je te laisse aller. Bon, alors, bonsoir à tous. Elle m'a prise au dépourvu. Je vous fais juste une petite chanson rapide. Alors, je ne connais pas la résonance, on n'a pas fait de balance. Barucheinu, Hashem Elokeinu, bechol maaseh yadeinu, bechol maaseh yadeinu, barucheinu, Hashem Elokeinu, ולברך ולברך אשתסתרנו ולברך ולברך אשתתנו ותן תן 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 תלותה על פני האדמה Mama, mama, ten, 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 ten talumata, al be'adama, barcheinu, 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 Ne'adama. J'espère que vous avez kiffé aussi le petit concert.